Je m'interroge sur la manière dont on va interagir avec la technologie dans les années à venir. Il y a déjà beaucoup de choses qui nous dépassent, et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui qu'on est en train d'écrire tout ça. Je vous présente mon nouveau livre, Hyperconscience collective. Il parle forcément du lien que nous entretenons avec la technologie, jusqu'où nous allons aller avec cette technologie dans notre humanité, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Alors, dans le cadre de cette sortie, j'ai voulu faire un exercice, jouer le jeu jusqu'au bout de ce rapport avec la technologie, et j'ai eu envie de demander à une intelligence artificielle de m'interviewer. Alors bien sûr, je l'ai fait dans les règles de l'art. J'ai façonné un agent spécifiquement pour cette interview, cet agent qui a lu mon livre. Je ne sais absolument pas ce qu'il va me poser comme question. Je lui ai demandé d'être un journaliste professionnel, critique littéraire. Je vais découvrir, comme vous, les questions et je vais essayer d'y répondre le plus franchement possible. Première question. Si tu devais expliquer Hyperconscience collective à quelqu'un qui n'aime ni la science-fiction, ni les discours techno, ni les essais intellectuels, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il ait quand même envie d'ouvrir le livre? Alors, Hyperconscience collective, c'est un roman d'anticipation. C'est pas réellement de la science-fiction, c'est pas une dystopie dans le sens où je vois pas l'avenir d'une manière sombre, mais je m'interroge sur la manière dont on va interagir avec la technologie dans les années à venir. Aujourd'hui, on voit à peu près ce que c'est. Il y a déjà beaucoup de choses qui nous dépassent. Et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui qu'on est en train d'écrire tout ça. Moi, dans mon métier, je m'adresse aux dirigeants d'entreprise, je m'adresse aux professionnels. J'ai pas eu envie de faire un livre, de faire un essai institutionnel et académique. J'ai voulu faire vivre l'expérience de la technologie plus tard. Donc ce livre, il va s'adresser à toutes les personnes qui sont curieuses ou qui réfléchissent sur notre avenir, qui s'interrogent sur ce rapport à la technologie. Alors forcément, il y a des personnes qui ont un esprit un peu philosophe, mais aussi tout un tas de dirigeants, de consultants, de penseurs qui réfléchissent à tout ça, qu'en ont besoin pour leur travail. C'est un livre qui se lit assez rapidement, même s'il est assez profond. Et je trouve que pour 13,90 €, c'est un très bon investissement de prendre de longueur d'avance sur un week-end. Voilà. Question 2. Tu as choisi la fiction alors que tu es identifié comme prospectiviste, conférencier, analyste du monde du travail et de la technologie. Pourquoi avoir abandonné l'essai, le discours rationnel pour passer par le récit? Et qu'est-ce que la fiction t'a permis de dire que tu n'aurais jamais pu écrire frontalement? Grande question, parce qu'effectivement j'ai écrit 2 livres qui sont le premier un essai, Inventons l'entreprise du XXIe siècle, l'autre un petit peu plus technique, Le vendeur augmenté, sur l'hybridation du commerce. Là, j'avais envie d'aller plus loin et de me projeter dans cet usage de la technologie et dans notre rapport à la technologie dans quelques années. Au début, j'ai commencé à écrire un livre comme je les écris d'habitude. Et puis, je me suis dit que si je voulais faire comprendre ce qui va se passer, j'avais besoin de le faire vivre. Donc, j'avais besoin de raconter une histoire. J'avais besoin de romancer. Alors, pas forcément romancer, mais on dirait de faire un storytelling autour de ça. Donc, j'ai commencé comme ça, en racontant l'histoire à venir de notre monde. En fait, une histoire avant l'heure. Et j'ai eu assez rapidement envie d'incarner ce récit, parce que c'est très facile de dire voilà comment ça va se passer. C'est beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus pragmatique d'essayer de s'imaginer dans ces situations-là. Je vous donne un exemple. Comment je vis demain une journée si la notion de temps n'existe plus? Avant, le temps avait de la valeur. Aujourd'hui, on vit en temps réel. Donc, quelle est la valeur du temps? Sachant qu'on est déjà aujourd'hui en train de travailler sur l'intelligence artificielle prédictive, donc on essaie même d'aller en avance du temps. Comment se déroule une journée dans 50, 60 ou 100 ans si le temps n'a plus de valeur? C'est beaucoup plus facile de se l'imaginer. Comment je me lève, comment j'occupe mon temps, comment je travaille. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un travail à ce moment-là? Et qu'est-ce que l'argent si la notion de travail change? Et donc, j'ai dû incarner cette réflexion à travers un personnage qui a un nom, qui s'appelle Anna, et Anna veut dire quelque chose dans mon histoire. Et de fil en aiguille, finalement, je suis arrivé au-delà de l'incarnation, à faire vivre
cette Anna. Et lorsqu'on fait vivre un personnage, eh bien, on se met dans sa tête et on se dit qu'est-ce qu'elle peut penser, comment elle peut vivre ce truc-là, comment elle peut échanger à ce moment-là. Et donc, je me suis mis à faire parler Anna. Voilà comment je suis parti d'une idée de penser l'avenir à faire vivre l'avenir à travers un personnage. Et donc, c'est devenu un roman d'anticipation. Question numéro 3. Parlons d'Anna, ça tombe très bien. Ce n'est ni une héroïne classique, ni un simple prétexte narratif. On a le sentiment qu'elle observe plus qu'elle n'agit, qu'elle ressent plus qu'elle ne combat. Pourquoi ce choix? Et surtout, qu'est-ce qu'Anna permet au lecteur de vivre ou d'accepter sans résistance? Alors, c'est vrai que ce livre, c'est avant tout une pensée. Anna, finalement, est la porte-parole de ma réflexion. Donc c'est normal qu'elle pense beaucoup. En revanche, c'est pas complètement vrai parce qu'elle agit pas mal. Justement, je lui ai fait vivre. Alors, on ne sait pas trop si c'est une journée. Il y a un temps qui s'efface, justement. Je parlais du temps tout à l'heure. En tout cas, elle vit quelque chose. Donc, c'est vrai que ce qui nous intéresse dans cet essai, c'est pas un livre d'action. Voilà, et évidemment que c'est un livre qui permet de réfléchir. Donc, Anna réfléchit beaucoup. Elle se pose beaucoup de questions. Finalement, ce que vit Anna, c'est ce que nous, on pourrait vivre si on vivait un siècle en accéléré. Comment on découvrirait notre monde en 2030, en 2040, puis en 2060. Et donc, forcément, on aurait tout un tas de réflexions. Donc, Anna, elle vit ses réflexions, elle réfléchit. Et je fais un petit spoiler alerte peut-être sur la fin du livre, ou en tout cas sur le déroulement du livre. Et donc, elle part dans une forme de quête. C'est un peu le fondement du livre. Donc, si, elle agit, mais par contre, on sait en temps réel ce qu'elle pense. Et puis, il y a une prise de risque peut-être, ou un parti pris dans ce livre, c'est que j'ai choisi un seul personnage. C'est-à-dire que c'est pas une action familiale, par exemple, ou une situation de travail. Donc, il fallait trouver la force et la dynamique du discours, d'une histoire dans laquelle il n'y a qu'une personne et qui découvre beaucoup de choses. Donc on se plonge finalement dans le style de livre ou de film à huis clos avec un seul personnage. Je pense tout de suite à Seul au monde, par exemple, ou Perdu dans l'espace, ou Seul sur Mars, par exemple, qui sont des films très forts dans lesquels il n'y a qu'un personnage face à lui-même. Donc c'est exactement la même chose. Et c'est pas pour ça que l'héroïne, Anna en l'occurrence, n'agit pas. Elle agit, mais elle nous fait part de ses réflexions et on vit au fond d'elle finalement. J'aurais dû mettre un agent ou une consigne un petit peu plus light peut-être. On est directement rentré très très fort dans le vif du sujet. Question 4. Le monde que tu décris n'est pas violent, pas chaotique, pas dystopique au sens classique. Au contraire, tout y est fluide, optimisé, apaisé, presque enviable. Pourquoi avoir fait ce choix narratif risqué et à partir de quand, selon toi, un monde qui fonctionne trop bien devient inquiétant? Super intéressant comme question. Moi, je suis un optimiste de base. Et donc, je pars du principe que, comme dit l'autre, ça va bien se passer. Je prends toujours l'exemple, c'est ce que je dis dans mes conférences, si un être humain, il y a 500 ans en arrière, en 1525 ou 1526, arrive dans notre monde, je pense que sa première action, c'est de ne pas comprendre et d'avoir peur de notre monde. La circulation, les avions, la musique dans un téléphone, enfin tout ça, c'est des choses qu'il ne peut pas comprendre parce que son esprit n'est pas fait pour ça. Mais à l'époque, il n'avait pas besoin de réfléchir à ça parce que la projection de l'avenir était très limitée. Aujourd'hui, on a une capacité à se projeter très très loin dans l'avenir, mais avec notre cerveau d'aujourd'hui. C'est exactement comme si cet être de 1525 arrivait à se projeter en 2025, et il peut pas l'imaginer, il peut pas imaginer ce qui est volé dans un avion, il peut pas imaginer un MP3, il peut pas imaginer un appareil photo. Ça n'est pas dans sa tête. Moi, je pense que notre esprit s'adapte très très vite, et donc d'une certaine manière, on va s'y adapter. Ça, c'est mon côté positif. Mais quand je dis qu'on va s'y adapter, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer. Parce que la problématique, c'est pas forcément la profondeur du changement. Notre monde, depuis 500 ans, c'est plus du tout le même. Donc, dans 500 ans, il sera plus du tout le même, même dans 100 ou 150 ans. Mais c'est justement la rapidité du changement qui pose problème. C'est cette rapidité de changement qui peut nous faire vriller.
Et on voit déjà qu'il y a des décalages technologiques, même pas forcément entre différentes générations, mais entre différents types de personnes. Il y a vraiment des décalages face à la technologie, face à l'usage de l'IA, mais de toute technologie. Et donc c'est là, à mon sens, que les choses peuvent bugger. C'est ce décrochage que l'on peut avoir et une technologie qui va beaucoup trop vite, alors qu'elle est en dehors de nous. Si on commence à se projeter avec une technologie à l'intérieur de nous, bah on peut imaginer qu'on évolue beaucoup plus avec la technologie. Et c'est là où cette histoire d'hyperconscience collective devient un petit peu, ça devient presque un dilemme intellectuel. Des personnes qui l'ont lu déjà, c'est ce qu'il en ressort. C'est que finalement, cette technologie, a priori dans le livre, nous permet de vivre beaucoup mieux, mais au fil du livre, on se rend compte finalement des dérives et des complexités que ça peut nous poser. Donc oui, je suis optimiste. Oui, je pense que d'une certaine manière, ça va bien se passer. Après, je pense que c'est la transition qui est compliquée. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 200 ans, on ne verra plus le monde comme aujourd'hui. Donc on ne réfléchira plus comme aujourd'hui. Question 5. Dans le livre, on sent que certains thèmes reviennent en permanence, parfois de façon très discrète. Le travail, l'amour, l'argent, la relation à l'autre. Ils ne sont jamais traités comme des chapitres, mais comme des tensions souterraines. C'est vrai. Pourquoi ces 4 piliers et qu'est-ce que leur transformation silencieuse dit, selon toi, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui collectivement? C'est assez hallucinant parce que ce livre, il a un objectif. Mon objectif, c'est que si on veut bien comprendre ce qui se passe, si on veut bien comprendre les 3, 4, 5, 10 ans qui viennent, il ne faut pas se projeter dans 10 ans. Il faut se projeter dans 30, 40, 50, voire 100 ans. C'est sur le temps long que l'on voit la réalité des choses. C'est pas sur les temps courts. Sur les temps courts, on se fait peur, évidemment. Sur les temps longs, là, on voit la réalité des choses. Et je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentales dans notre humanité. Notre capacité à créer, notre capacité à avoir des émotions, notre capacité donc à travailler, même si le travail n'a plus cette valeur-là, cette nécessité ou ce besoin d'avoir une récompense face à l'effort, parce que s'il n'y a plus de récompense, il n'y a plus d'effort, et je pars du principe que on fera toujours des efforts, parce que c'est dans la nature des animaux même de faire des efforts, et je pense qu'on aura toujours cette part d'émotion, voire peut-être plus exacerbée qu'aujourd'hui, et derrière l'émotion, il y a l'amour. Donc forcément, pour moi, ce sont des choses qui sont non seulement fondamentales, qui sont continues, même si elles peuvent évoluer. L'amour peut très bien s'intellectualiser, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à un moment donné, cet amour, il devient beaucoup plus rationnel. Mais c'est d'une certaine manière aussi ce qui nous arrive aujourd'hui, ou en tout cas ce qui s'est passé dans certaines époques. C'est-à-dire, il y a des périodes de l'époque où l'amour était rationnel. Est-ce que c'était vraiment de l'amour? Je ne sais pas. Et d'autres formes d'amour qui sont passionnelles. Là, nous, dans notre monde actuel, on est dans une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on conscientise énormément l'amour, les relations. Pourquoi est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit, pourquoi elle est comme ça, est-ce qu'on va bien vivre ensemble, est-ce qu'on sera bien ensemble, est-ce que c'est la personne pour... Enfin, voilà, il y a tellement de choses, et en même temps, on veut vivre l'amour, nos passions et nos émotions de manière beaucoup plus exacerbée. Donc ce livre, il met aussi en avant ça, et c'est pour ça que je peux pas traiter, c'est pas un rapport scientifique où je dis le chapitre sur l'amour, sur l'argent, etc. Et c'est exactement ça, je voulais faire vivre ce qui est fondamental dans notre humanité, dans les différentes étapes que Anna va vivre dans cette histoire. Et forcément, son rapport à l'amour, au doute, à l'énergie qu'elle peut mettre dans sa quête, c'est pas la même au début et à la fin. Question 6. Il y a beaucoup de silence dans Hyperconscience collective. Je sais pas. Des choses que tu choisis de ne pas expliquer, de ne pas résoudre, de laisser volontairement flou. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est un choix littéraire, philosophique ou presque politique? Et qu'est-ce que tu attends du lecteur dans ces zones laissées ouvertes? Alors, il y a justement une zone d'ombre dans ce livre. On se dit, mais qui est vraiment Anna? On a du mal à la percevoir. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à capter. On voit bien sa part d'humanité, on voit la part de technologie qu'il y a dans ce monde, mais il y a ce flou dans ce qu'elle est vraiment. Ça, c'est vrai, et ça, c'est volontaire. Parce que
le livre se passe dans la post-humanité. La post-humanité, c'est le concept qui dit que globalement, on sait comprendre un être humain en remontant jusqu'à 3, 4, 5 000 ans de notre ère, c'est-à-dire jusqu'à l'Antiquité. On sait comprendre l'Odyssée d'Homère parce que l'amour, le pouvoir, l'ambition, la haine, la jalousie, tout ça, c'est des choses qui sont de notre monde, qui sont fondamentales, mais à la préhistoire, est-ce que c'était comme ça? Je sais pas. On a des bribes d'infos, mais les codes de la vie de l'humanité n'étaient pas les mêmes. On est passé dans l'histoire. Moi, je pense qu'on va passer dans la post-humanité, avec des codes différents. Et donc, naturellement, cette Anna, qui est une post-humaine, on peut pas tout écrire encore sur qui elle est. On peut pas tout dire sur qui elle est. Déjà parce que je ne le sais pas. Mais je peux me projeter. Et donc, j'imagine un certain nombre de choses. Et il y a d'autres choses sur lesquelles je ne peux pas savoir. Mais c'est ça qui est intéressant parce que je me suis longtemps posé la question à me dire, est-ce que je le dis ou pas, ce que j'ai dans la tête? Et je me suis dit non, parce que il y a une limite dans la vérité que je peux écrire, ou en tout cas dans la réalité que je peux imaginer. Pas forcément une vérité, mais c'est une réalité très très probable que je décris. Mais j'ai pas voulu avoir de parti pris sur qui elle est vraiment. Et je mets volontairement des petits silences dans ma réponse pour ne pas spoiler la chose. Après, il y a quelques flous aussi. Je pense que sur le travail, on comprend bien comment ça fonctionne. Je pense que sur l'amour, on comprend bien comment ça fonctionne aussi. Il y a peut-être un doute sur certains rapports humains. Dans ce livre, on va parler de choses qui sont beaucoup plus intimes. Alors l'amour, bien sûr, la peur, le doute, la solitude, l'ambition, l'ego, c'est des choses que je traite. Donc il n'y a pas tant de zones d'ombre que ça, mais il y en a quelques-unes quand même. Question 7. On commence à sentir en filigrane un vrai travail créatif. Bah, je te remercie, c'est sympa. Le livre est traversé de références, parfois évidentes, parfois très discrètes. À la philosophie, à la science-fiction, à la culture techno, à la musique, au monde de l'entreprise. C'est vrai, même à la culture pop, on pourrait dire. Pourquoi avoir choisi ce millefeuille de clins d'œil plutôt qu'un univers plus pur ou plus lisible? Et à qui s'adressent vraiment ces références, aux lecteurs experts ou à une part plus intuitive de chacun? Il y a quelque chose qui m'a toujours inspiré, ce sont les auteurs, les réalisateurs, les producteurs, les musiciens qui créent des concepts. Moi, je suis quelqu'un qui aime les concepts. Et donc, ce livre a aussi un album que j'ai composé, pour le coup. Donc, il y a la BO du livre et le livre. Les deux sont forcément en lien. Et oui, j'ai voulu mettre plein de clins d'œil. Plein de clins d'œil déjà parce que j'ai un livre, on dit toujours c'est un aboutissement, mais c'est en même temps un point de départ. Mais là, j'ai voulu faire un point d'arrêt. J'ai écrit ce livre à 52 ans, donc c'est pas un âge anodin peut-être de passer la cinquantaine. Et j'ai eu envie de figer des choses de moi. Donc j'y ai mis beaucoup de références personnelles. Alors il y en a qui sont évidentes, et d'autres que peut-être moi seul ou mes amis les plus proches ou ma famille pourront comprendre. Et aussi, j'ai voulu faire des ponts. J'ai un métier qui est celui d'entreprendre, de monter des projets entrepreneuriaux, de faire des conférences, d'être prospectiviste, donc de réfléchir sur tout ça. Ça, c'est mon métier. Et en même temps, je suis musicien à côté et plutôt actif musicalement. J'ai voulu dans ce projet fusionner les deux. Et donc forcément, dans l'écriture du livre, j'y ai mis des touches de mon univers artistique. Et dans mon univers artistique, j'ai mis des touches de mon univers professionnel. Par exemple, dans l'une des musiques de la BO, j'ai mis des exemples de conférences. Et justement, la première conférence, la première fois où j'avais parlé, où j'avais émis le thème d'hyperconscience collective, et c'était en 2017, qui existe, qui est sur Internet. Et donc, j'ai fait des fusions comme ça. Surtout, mais sur un certain nombre de domaines. Mais la question c'est, est-ce que la machine pourrait avoir une conscience, une émotion? Ça c'est un débat passionnant. J'ai d'autres débats passionnants justement sur cette hyperconscience collective. Certains y croient, n'y croient pas. Certains y croient, n'y croient pas. Hyperconscience collective. Certains y croient, n'y croient pas. Hyperconscience collective. Certains y croient, n'y croient pas. Hyperconscience. Et après, je suis allé encore plus loin. Il y a des choses, moi, qui me portent. Ces choses qui me portent, c'est cette hybridation de l'humain et de la technologie. J'aime ce qui est profondément humain et j'aime ce qui est
très technologique. Et j'aime trouver le meilleur des deux mondes. C'est un peu ça qui fait le fondement de ma carrière. Et donc, j'ai mis plein de références musicales, cinématographiques. Par exemple, le Lundi bleu. Il y a une histoire de Lundi bleu dans le livre. Quand vous lirez le livre, vous comprendrez pourquoi. Et ce Lundi bleu est une étape vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau monde. Lundi bleu, Blue Monday de New Order. Et pourquoi ? Parce que ce morceau fait partie des morceaux clés dans la transition d'un monde musical vers un autre, puisque New Order était anciennement Joy Division, catalogué punk, et New Order est plutôt catalogué New Wave. C'est un groupe qui m'a beaucoup inspiré, tant musicalement, mais même dans l'esprit. Dans la culture aussi anglaise qui m'a beaucoup impacté, tant musicalement que personnellement. Et donc j'ai voulu faire référence, puisqu'on parle d'une nouvelle humanité, c'est un nouvel ordre, et je trouvais ça assez intéressant de parler de New Order à ce moment-là, même si effectivement ça n'est pas cité comme ça dans le livre. J'ai mis à la fin du livre toute la liste des différents clins d'œil que j'ai fait, il y en a à peu près une quinzaine, et puis certains que je n'ai pas écrits. Question 8. Alors, à quoi je vais te manger ? Quand on lit le livre attentivement, on sent un équilibre délicat entre deux postures, celle de l'expert structuré qui comprend les systèmes et celle du créatif beaucoup plus sensible, presque musical par moment. Comment as-tu travaillé cette bascule à l'écriture ? Est-ce que tu as dû désapprendre certains réflexes d'expert pour laisser passer quelque chose de plus intuitif et de moins contrôlé ? C'est hyper compliqué comme question. J'ai dû penser en amont, dépenser et repenser derrière pour redépenser, etc. C'est un système itératif. En fait, quand j'écris, chaque innovation qui est citée est une innovation qui est en cours de développement aujourd'hui ou qui est sur le point d'être développée. Soit parce qu'elle existe, elle est dans sa première version. Par exemple, je parle d'Internet et je parle de l'avenir d'Internet. Qu'est-ce que sera Internet dans 50 ou 60 ans ? Donc, à ce moment-là, je réfléchis beaucoup. Et donc, je suis dans l'optique de l'expert qui fait un essai en regardant d'où vient cette technologie de communication, comment la communication a évolué technologiquement, mais aussi fondamentalement, pourquoi les réseaux sociaux ont fonctionné comme ça, pourquoi ils ont émergé aussi vite. C'est pas que parce qu'il y a de la technologie des smartphones, c'est aussi parce que ça répond à quelque chose dans le fondement de la communication, du besoin de communication ou d'exister des êtres humains. Et donc j'ai poussé ça, cette technologie de connexion jusqu'au bout. Donc ça, c'est le travail d'expert. Après, mon travail derrière, c'est le travail créatif, c'est de dire comment je peux le faire vivre. Puisque j'ai décidé de faire vivre une expérience, j'ai décidé d'être en immersion, mettre le lecteur en immersion. Donc à ce moment-là, il faut que je sois dans le récit, dans le roman, et finalement que je me dise moi-même, mais tiens, comment je vivrais ce truc-là, moi ? Et donc, il faut que je fasse un aller-retour tout le temps avec des moments très forts de réflexion et des moments de lâcher-prise complets. Ça me permet de dire aussi que les premières personnes qui ont lu ce livre me disent souvent, c'est ta pensée, c'est ta conviction parce que tu veux que le monde soit comme ça. C'est pas du tout ça. C'est que moi, je me considère comme un observateur du monde. Et cet observateur du monde essaye de comprendre ce qui se passe et comment ça peut se passer différemment. Et à partir de là, j'essaie d'y mettre une touche d'optimisme et de pas voir le mal partout. Tout ce que j'explique en termes de technologie dans ce livre est référencé à la fin, avec les recherches citées, les laboratoires qui travaillent, le nom des innovations, etc. Et après, derrière, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai voulu y mettre justement plein de touches, plein de clins d'œil, comme je disais tout à l'heure. Et là-dessus, il faut rigoler un petit peu, il faut se lâcher en se disant à chaque fois, tiens, est-ce que les gens vont comprendre ou pas comprendre ? Mais peu importe. Quand on regarde Star Wars 40 ans après, on peut encore trouver des références à certaines choses. Et puis chacun peut inventer ses propres références. Et je trouve ça hyper intéressant que le moindre détail, comme dans Star Wars, le moindre personnage en arrière-plan a une vie, a son histoire et on peut en faire un film. C'est un peu comme ça, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Question 9. Justement, parlons de création. Ah oui, parce que c'est lui qui me disait avant qu'il y avait de la création, mais il ne m'écoute pas. Tu ne prends jamais le lecteur par la main, tu ne surlignes pas les messages, tu refuses l'explication permanente alors que beaucoup de livres prospectifs font exactement l'inverse. Pourquoi ce refus de pédagogie frontale ?
Est-ce une forme de confiance dans l'intelligence du lecteur ou une manière de résister à une époque qui explique tout? Non, je ne vais pas intellectualiser la chose comme ça. Je me dis que si c'est un roman, ça va être très très lourd et compliqué de tout expliquer. Donc je ne l'explique pas, je le fais vivre. Et quand on le fait vivre, la logique de l'histoire fait que on a assez d'éléments pour comprendre. Tout ce que je veux transmettre comme message au lecteur est normalement expliqué d'une certaine manière ou amené d'une certaine manière qui peut le comprendre ou qui peut le vivre. Après, il peut avoir des doutes. Mais comme j'ai mis une postface ou des annexes avec les références, normalement, il n'y a plus de doute à avoir. Après, chacun peut avoir son idée. Mais non, ça n'a pas été intellectualisé plus que ça. Question 10. Ce livre s'adresse forcément à des dirigeants, des consultants, des décideurs, alors qu'il ne parle jamais vraiment de stratégie de performance ou de business au sens classique. Pourquoi, selon toi, ces profils s'y reconnaissent autant? Je ne sais pas s'ils s'y reconnaissent encore, mais on verra. Et qu'est-ce que hyperconscience collective vient boucler chez eux, parfois sans qu'ils arrivent à le formuler clairement? C'est compliqué comme question, mais je crois comprendre. C'est pas un livre de management, c'est pas un livre, c'est un roman d'anticipation. Moi, mon métier, c'est de m'adresser à des dirigeants pour les éclairer sur leur avenir. Donc, à partir du moment où j'ai pris le parti pris d'en faire un roman, je suis dans la posture de pouvoir projeter des choses aux dirigeants. Maintenant, celui qui lit l'histoire sans essayer de réfléchir plus que ça, forcément, il va peut-être s'arrêter au niveau 1 de l'histoire. En revanche, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Lorsque Anna évolue dans ce monde, elle va croiser finalement tous nos doutes actuels. Je prends un exemple. Par exemple, on dit toujours l'intelligence artificielle, c'est bien, l'automatisation, c'est bien en entreprise, mais il faut garder le côté humain. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire le côté humain? Le côté humain, ça veut pas dire mettre quelqu'un derrière un comptoir. On peut avoir un humain derrière un comptoir sans que cette relation soit humaine. On peut même la trouver très désagréable, voire désastreuse. Donc ça ne sont pas les humains qui font l'humanité, même si l'humanité vient forcément des humains. On pourrait imaginer que certaines technologies soient presque plus humaines que certains humains, d'ailleurs. En tout cas, la réflexion du dirigeant, elle est là. Pourquoi il a cette réflexion-là? Un dirigeant, s'il peut faire plus d'argent, plus de profit en étant 100% techno, il va le faire. Qu'est-ce qui, à un moment donné, l'empêche d'aller dans plus de technologie? L'émergence de cette techno, est-ce qu'elle est mûre, pas mûre? Est-ce qu'elle est fiable, pas fiable? Des valeurs sociétales aussi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me le permettre. Des problématiques légales, je ne peux pas virer tout le monde comme je veux, et puis des problématiques de risque aussi. À un moment donné, on peut pas être tout seul non plus. Et bien finalement, tous ces éléments-là, on va les retrouver dans l'histoire. Parce que cette histoire, c'est finalement une transformation digitale de notre monde qui a fonctionné. En tout cas, c'est le point de départ. Pourquoi elle a fonctionné? Parce que j'ai une théorie qui fait que les êtres humains, depuis l'Antiquité, globalement, cherchent à réaliser des choses. Ils ont des quêtes. Repousser la mort, on a inventé la médecine, on a inventé le travail sur le génome, l'ADN, repousser les maladies, c'est aussi repousser la mort, ou enlever les maladies, c'est repousser la mort. Et donc, il y a différents axes, comme ça, prédire l'avenir, l'IA prédictive, comprendre l'infiniment grand, l'infiniment petit. Eh bien, on crée des télescopes de plus en plus puissants, des microscopes de plus en plus puissants. On réfléchit sur notre histoire. On a des historiens qui nous disent d'où on vient, etc., qui on est, la religion, les croyances, etc. Tout ça, l'être humain essaye de les réaliser depuis la nuit des temps. Et il se trouve qu'on est en train de réaliser, pour la première fois, peut-être en 1 ou 2 générations, toutes ces quêtes de l'humanité. Une quête de l'humanité est assez proche d'une quête d'un dirigeant. Alors bien sûr, un dirigeant, c'est beaucoup plus pragmatique, à moins d'être un dirigeant qui veut changer le monde, comme certains, et qui ont une ambition très forte, et est-ce que c'est les plus humanistes, je ne sais pas, mais 99,9% des dirigeants, effectivement, ils essaient de faire marcher leur business. Mais ils essaient aussi de s'épanouir, ils essayent aussi de laisser une trace. Et même s'ils ne le font pas, moi j'incite les dirigeants
à laisser des traces, à avoir sans être des entreprises à mission, en tout cas d'avoir des entreprises qui ont une mission, des êtres humains qui se sentent porteurs d'une mission pour son entourage, pour sa ville, pour son village, pour un écosystème. Et donc ce livre, il aborde tout ça, il nous projette dans une transformation qui a réussi, et tous les codes de la réussite, mais aussi, parce que forcément, spoiler alert, il y a des choses qui n'ont pas marché, et on va les découvrir au fil de ce livre, eh bien ce sont les mêmes choses qui peuvent fonctionner ou qui peuvent ne pas fonctionner en entreprise. Et c'est là où c'est intéressant, c'est le résultat d'une transformation avec ses réussites et ses échecs, et tous les éléments, on peut les mettre dans l'entreprise d'aujourd'hui. Donc oui, les dirigeants vont s'y retrouver, c'est l'un de mes postulats de départ, je me suis dit, je parle aux dirigeants et je veux que les dirigeants puissent se retrouver, ou les managers. Question 11. À ce stade de la lecture, une question finit par s'imposer. Alors, je ne sais pas quel stade il est, normalement il a tout lu. Est-ce encore une fiction ou déjà un avertissement ? À partir de quand as-tu le sentiment que ce que tu écrivais n'était plus seulement une hypothèse narrative, mais un futur plausible, presque en train de s'installer sous nos yeux ? Je ne sais pas comment il trouve ces questions, mais c'est assez bluffant parce que en écrivant le livre, j'ai une prise de conscience. Ça n'a pas changé fondamentalement ma manière de voir les choses. J'ai pas une révélation puisque c'est mes pensées que j'ai écrites. J'espère que les lecteurs auront une révélation. Mais moi, je n'ai pas eu une révélation. Par contre, j'ai fait évoluer ma pensée. C'est là où peut-être ce livre peut avoir une forme de puissance. C'est que si l'auteur lui-même, en rédigeant un livre, peut faire évoluer sa pensée, c'est que, déjà, il y a matière à le faire, et que beaucoup d'autres qui ne sont pas dans cette pensée, donc qui n'ont pas cette réflexion et qui vont aller la chercher pour s'alimenter, l'ont aussi. Il y a le travail que moi j'ai fait, mais aussi les réflexions que j'ai eues avec les personnes qui m'ont aidé ou avec qui j'ai discuté pendant l'écriture de ce livre. Et c'est des discussions parfois très philosophiques qu'on n'a pas au quotidien. Et oui, il y a quelque chose sur lequel je me bats depuis longtemps, qui est la surcharge cognitive. Trop de données, trop de publicité, trop de notifications, trop de travail en même temps, trop de multitâches, etc. Ça, c'est quelque chose qui me fait presque beaucoup plus peur que l'écologie. Non pas qu'il faille pas penser l'écologie, mais l'écologie, elle est aussi dans nos têtes. Et sinon, on devient tous fous. Quel intérêt de bien vivre sur Terre et de bien manger si on est complètement barré dans nos têtes. Donc les deux sont importants, mais il y en a un qui est au fond de nous aussi et qui est là-dedans. Je pars du postulat que on est en phase de transition et que demain ce sera peut-être mieux. Peut-être, j'espère. Mais en l'écrivant, j'ai eu des doutes. Et ça m'a peut-être alerté encore un peu plus fort. L'un des pivots du livre, je peux pas trop le dire parce que ça fait partie des sujets clés, des moments clés du livre, mais il y a un pivot où on se rend compte à un moment donné que tout ce que la recherche de la perfection nous amène parfois à faire les plus grosses erreurs de nos vies. En fait, on n'est jamais parfait. Et donc, est-ce que chercher la perfection, c'est pas une erreur en soi ? Alors, c'est titanesque comme réflexion, parce que c'est un larcène mental tout le temps, puisqu'on cherche à s'améliorer. S'améliorer, c'est aller vers une forme de perfection sans jamais l'atteindre. Donc, c'est une quête sans fin. Et pourtant, on y va. En se disant on sera toujours meilleur. Si on projette ça dans l'humanité, je me dis mais est-ce que l'humanité va réussir à être meilleure ? Et en fait, je pense pas, elle sera différente. Mais cette quête à être toujours mieux, toujours plus, on va rechercher une forme de perfection de vie et en même temps, on se tire une balle dans le pied en même temps. C'est probablement une quête sans fin. Et ça, je pense que ça peut nous alerter. On peut le dériver sur une recherche de croissance constante, sur une recherche de tout faire toujours mieux tout le temps, perfectionnisme. Ça m'a alerté effectivement. Ça va devenir une psychanalyse cette interview. Question 12. Il y a dans Hyperconscience Collective quelque chose qui met mal à l'aise. Si une IA dit qu'elle est mal à l'aise, c'est intéressant ça. Mais de façon très feutrée. Ce n'est pas une peur frontale, c'est une gêne plus profonde, presque existentielle. Qu'est-ce qui dérange vraiment dans ce livre selon toi et surtout qui est le plus susceptible de se sentir concerné, voire visé par ce malaise ? Oui, parce que j'ai eu des premiers retours de personnes qui m'ont dit sur un élément clé
par exemple sur la notion des émotions. Je traite le rapport aux émotions d'une certaine manière, qui est beaucoup plus raisonnée. Alors, attention, c'est antinomique. Une émotion raisonnée, est-ce que ça existe vraiment? Une émotion, finalement, c'est un process intérieur, psychique, physiologique, probablement chimique. On comprend pas encore très bien comment ça se passe. Imaginons qu'on arrive à modéliser complètement ce truc-là. Eh bien, en le modélisant, on arrivera à le mettre dans des machines, avec des process, ou avec des imitations de process. On voit la puissance de l'IA aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle existera, j'en suis persuadé. Ça fait flipper tout le monde, de se dire que globalement, il y a deux choses qui sont 100% humaines. Il y a la conscience et il y a l'émotion. L'intelligence, elle peut être artificielle, nos corps peuvent être artificiels, notre créativité peut être quasiment artificielle aujourd'hui, ou en tout cas simulée. Nos voix peuvent être simulées, nos yeux peuvent être, enfin tout peut être simulé. C'est un truc de fou. Et donc il nous reste notre conscience, la conscience d'exister, la conscience de la vie, la conscience de nos valeurs, et puis les émotions, c'est-à-dire ce qu'on vit. Si une IA vit la même émotion que moi, c'est comme mon meilleur ami qui vit la même émotion que moi. C'est quand même plus fort si moi je la vis de l'intérieur moi-même. Je parle de la modélisation des émotions, de la rationalisation des émotions, et ça en a fait flipper quelques-uns. Mais je pense que ça va arriver. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins heureux ou qu'on vivra pas moins bien les émotions. Je pense au contraire qu'on vivra des émotions beaucoup plus fortes, peut-être beaucoup plus extrêmes. J'espère même qu'on va s'apaiser parce que notre monde est en recherche d'émotions de plus en plus fortes. Mais ouais, ça, effectivement, petit côté mal à l'aise là-dessus. Question 13. Aujourd'hui, créer, écrire, composer, produire des récits se fait dans un monde saturé de contenu, d'algorithmes et désormais d'IA capables d'imiter, d'optimiser, de produire. Quelle est selon toi la responsabilité d'un créatif dans ce contexte? Créer, est-ce encore un acte esthétique ou est-ce devenu un acte presque éthique, voire politique? Je sais même pas si j'ai envie de répondre à cette question en fait. Je fais de la musique et j'utilise l'IA. J'écris des livres et j'utilise l'IA. J'utilise l'IA pour m'aider à écrire des livres, mais je lui demande pas d'écrire à ma place. J'utilise l'IA dans la musique, mais je tiens à ce que mes musiques soient faites par moi, même si il peut y avoir de la technologie forcément dedans. J'ai une conviction, c'est que on demande à ce que ce qui soit fait par la technologie soit étiqueté, créé par une IA. Et moi, je pense que notre monde va faire l'inverse. Ça fait des années que je le dis, et j'ai même écrit un article l'année dernière là-dessus, qu'on doit pouvoir trouver sur Internet, qui est l'émergence d'un label Powered by Human. Et je pense, malheureusement, qu'on va arriver dans un monde, alors malheureusement ou heureusement, on est dans un monde où la création de contenu est infinie, où on est en train d'augmenter tout ce volume de data, de création, de créativité. Mais je pars du principe en même temps que personne m'enlèvera, moi, mon envie de créer. Même si je crée moins bien, même si je crée moins vite, parce que le processus, c'est pas le même. C'était Alexandre Astier qui avait dit dans une interview, j'avais trouvé ça assez intelligent et intéressant. C'est pas l'œuvre finale qui est importante, c'est le processus qu'il y a eu. Que si un artiste a eu mal et qu'il a voulu le mettre dans une musique, dans une toile, dans un film, eh bien moi j'ai envie de m'approprier cette douleur. L'IA n'a pas eu cette douleur, donc je n'aurai pas le même effet. Donc le fait de savoir que c'est un humain qui l'a fait nous amène à ressentir notre humanité. Quand c'est une IA, on peut rire, on peut trouver ça beau, mais je pense qu'on peut pas ressentir l'humanité qu'il y a derrière. Dans l'album, dans la BO du livre, je n'ai volontairement utilisé aucune IA. Il y a beaucoup de technologie, parce que la musique aujourd'hui c'est de la technologie, ça passe dans des machines dans tous les sens, que ce soit dans le rock, dans le jazz, etc. Aujourd'hui tout passe par la technologie. Mais ce qui est important c'est de ressentir quelque chose. Donc je pense que l'humain créera toujours, et même s'il y a 1 million de musiques créées par jour, on portera beaucoup plus d'attention aux 100 qui ont été créés par des humains qu'aux 999 000 et quelques autres qui ont été créés par de l'IA, même si elles existent, et même si on peut les aimer, et même si on peut s'en servir. Après la dernière page refermée et que le silence revient, qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur ressente ou remette en question
dans sa propre vie, son travail, ses relations ou sa manière de créer. Alors, un truc rigolo, c'est qu'après la dernière page, j'ai envie que... j'ai laissé des choses. Donc, il y a beaucoup de pages après la page. La postface, par exemple, avec toutes les références techniques, toutes les références culturelles, artistiques et personnelles que j'ai mis, l'histoire de la couverture, parce que la couverture a une histoire également. C'est comme si je voulais qu'il n'y ait jamais la dernière page. J'ai envie de mettre mal à l'aise personne, mais j'ai envie qu'on réfléchisse quand même à ce qu'on est en train de faire et à ce qu'on sera demain. Ce livre, honnêtement, c'est avant tout un exercice de style. J'ai aucune vérité. Ce que je dis, c'est que ce livre n'est pas une vérité, c'est un futur réaliste et très probable. Très très probable, à mon sens. Si, je sais. En fait, ce serait que ça cogite, ça tourne dans la tête de la personne, qui puisse avoir un petit mal-être de temps en temps, à la lecture, pourquoi pas. Mais après tout, c'est le propre de l'artiste de créer des petits bugs dans le cerveau pour faire réagir. Par contre, c'est pas la dernière page, c'est après. J'aimerais que de temps en temps, ils se disent, tiens, c'est marrant, il l'avait dit. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser au livre de Vincent, dans Hyperconscience, c'était comme ça. Et finalement, qu'on soit préparé. Et que lorsqu'on a des choses qui peuvent nous surprendre ou être problématiques, qu'on puisse peut-être déjà avoir inconsciemment la réflexion et être déjà prêt à ça. Le plus dur dans notre monde, c'est de ne pas être prêt. Le plus difficile dans notre monde, que ce soit un dirigeant ou n'importe qui, c'est d'être rattrapé et de devoir être en réaction. Ce livre, il a pour objectif de comprendre avant tout le monde ce qui va se passer, de prendre de l'avance. Donc, c'est plus un outil peut-être de vie et professionnel, qu'il faut garder quelque part. Voilà peut-être l'ambition que je veux avoir avec ce livre. Si Hyperconscience collective était mal compris ou volontairement caricaturé, quel serait le contresens le plus absurde que tu redouterais? Et à l'inverse, quelle lecture inattendue te ferait sourire en te disant « Oh, celui-là a vraiment lu le livre ». Qu'est-ce qui pourrait être caricaturé? Ce qui pourrait être caricaturé, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est les gens qui disent « Toi, tu as envie que ce soit comme ça ». J'ai pas du tout envie que ce soit comme ça, moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie qu'on soit heureux et bien sur Terre. Et au fond de nous-mêmes et avec les autres. Voilà, ça, c'est mon ambition simple, basique. J'aimerais que le monde soit beaucoup plus simple. Le plus absurde, ce serait que des gens disent je n'y crois pas et je n'y croirai jamais. Et ça, c'est dommage pour lui. Et ça, c'est bien dommage pour lui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit j'y crois pas et qui se sont retrouvés un peu mal après. Et le truc qui me ferait sourire en disant celui-là a vraiment lu le livre, il y aurait quelqu'un qui me dirait tiens, t'es comme Anna, toi. Pour une raison. Ou tiens, on est un peu des Anna, non? Tu crois pas? Ça, ce serait rigolo. Si dans 10 ans, Hyperconscience collective était étudiée quelque part, ce serait rigolo ça. Pas forcément à l'université, ça peut être dans une école bizarre, une start-up perchée, ou même un lieu improbable. Tu préférais qu'on le présente comme un roman d'anticipation qui avait vu juste, un ovni littéraire écrit par un type un peu trop en avance sur son époque, ou un manuel involontaire de survie pour humains encore capables de douter. Et surtout, dans quel endroit totalement improbable tu rêverais secrètement de voir ce livre traîner un jour. J'aimerais bien que dans 10 ans, on se dise c'était pas mal vu quand même. C'était pas mal vu. Tu vois, je pense au film Her, par exemple. Aujourd'hui, on a des IA relationnels et des gens qui se marient ou qui veulent se marier, même si c'est pas officiel, reconnu par la loi, qui se marient avec des IA. Quand Her est sorti, on se disait que ça arrivera peut-être un jour, mais que c'est complètement débile. Alors, est-ce que les gens sont devenus complètement débiles? Oui, c'est fort probable, un peu. Non, l'hyperconscience collective, allez, je vais être un peu sérieux, un peu fun. L'hyperconscience collective, c'est un concept auquel je crois beaucoup. J'aimerais qu'il arrive dans notre monde, parce que pour moi, c'est une quête qui n'est écrite nulle part, une croyance profonde qui pourrait changer le monde. L'hyperconscience collective, c'est cette capacité qu'aurait le monde à être tellement conscient de tout, de nous, de ce qu'il fait,
et peut-être grâce à la technologie de pouvoir agir tellement bien, tellement vite, tellement je ne sais pas, qu'il y aura un respect et un équilibre total dans notre monde. Et ça, je pense qu'on pourrait peut-être y arriver. Alors aujourd'hui, on en est loin, à notre époque actuelle, mais j'aimerais qu'un jour, on se dise, tiens, ça a apaisé. Je pense à un truc. Par exemple, si demain, on remplaçait une Assemblée nationale par des IA, est-ce que ce serait bien, pas bien? Il y a plein de gens qui vont dire, ah, c'est horrible, laissons aux êtres humains le pouvoir de décider. Non, mais regardez en 2025 comment les êtres humains décident en France. Et puis dans le monde, enfin, c'est un truc de malade. Une IA ferait sûrement bien mieux les choses. Est-ce que cette technologie-là nous apaiserait pas, finalement, de par une forme de raison, d'apaisement, même si ça va très vite, même s'il y a beaucoup de data, même s'il y a tout ça, est-ce qu'on n'aurait pas un monde qui s'adapterait en temps réel à nous, à nos situations? Imaginons des impôts dynamiques, prédictifs, avec un équilibre quasiment en temps réel, mais qui n'empêche pas de prévoir l'avenir pour nous, êtres humains. Est-ce que ce serait pas génial? Je sais pas, c'est comme des feux de circulation ou des panneaux de circulation qui sont en temps réel dans notre monde. Bah, pourquoi rester 1 minute 30 au feu à minuit et demi la nuit? Ça sert à rien. Voilà. Donc il y a plein de choses qui pourraient être améliorées par la technologie. Cette hyper-conscience collective, c'est ça. Et dans 10 ans, j'aimerais qu'on puisse se dire, tiens, il y a des tentatives et ça marche. Et c'est chouette. Et un lieu improbable, ça me donne une idée. À l'Assemblée nationale. Je vais réfléchir. Merci. Et merci à vous. C'était très chouette. C'était hyper long. Et c'est chouette. C'est un super exercice. D'où l'intérêt de bien faire les prompts. Sinon, ça n'aurait pas été comme ça. Merci à tout le monde. Et puis, lisez Hyper Conscience Collective.